c'est deux êtres qui se rencontrent et qui forment un lien. Donc ce lien, il est toujours très fort, il est très profond. Il implique plusieurs strates de l'être, au moins émotionnel, physique, mais il n'y a pas que ça, on verra ce qui s'ajoute à ça. Ce lien profond peut durer, il peut perdurer, mais parfois il se rompt. On parle d'une rupture. Et cette rupture, elle provoque une des douleurs les plus vives qu'un être humain puisse vivre. La question de la rupture, c'est une question qui nous renvoie à deux aspects. Un aspect humain, qui est la rupture du lien avec, dans le binôme amoureux avec l'être aimé, c'est le lien de l'attachement. Et puis le deuxième aspect, qui est la dimension plus spirituelle, mais les deux sont liés, c'est qu'est-ce qu'on fait de la rupture quand on réalise, parce que ça c'est le point crucial, quand on réalise qu'elle nous renvoie, cette rupture, à l'expérience de la séparation au fond de soi, qui n'est pas véritablement créée par la rupture nous ramène au bord de ce gouffre. Le binôme amoureux, c'est une relation où on investit beaucoup plus. Il y a plusieurs niveaux à cet investissement. Il y a le niveau très personnel, un peu superficiel des attirances, affinités, il y a le niveau des manques et des blessures, et il y a le niveau de la nostalgie de l'amour. Ces trois dimensions font que la relation dite sentimentale ou amoureuse, que j'ai appelée le binôme amoureux, le couple qui s'engage, hein, je parle des couples plus ou moins engagés, pas de relations très éphémères, dès qu'il y a une forme d'engagement, quand il y a une rupture de cet investissement, surtout quand elle est soudaine, on est renvoyé brutalement à un gouffre. La relation, c'est une espérance, c'est l'espérance de réaliser, de répondre à la nostalgie de l'amour. On a envie de vivre l'amour et ça veut dire concrètement que l'amour circule entre deux êtres, que ce soit fluide, vivant, que ça existe. Ce n'est pas juste une pensée ou un désir ou une sorte d'autonomie intérieure, c'est quelque chose qui est fluide entre deux personnes au minimum dans la relation. Et donc on n'a pas envie effectivement qu'il y ait de rupture. C'est pour ça qu'on parle d'engagement, c'est justement pour prévenir le risque de la rupture. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, par exemple. Dans l'expérience de la rupture, à un moment donné, on réalise que ce n'est pas seulement la perte de l'autre. L'autre finit par devenir un petit peu flou par moment dans la douleur. C'est plus lui ou elle en tant qu'être, en tant qu'autre, c'est le fait que on a été renvoyé au noyau fondamental de la séparation, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'en fait on n'est pas seulement en train de vivre une perte, la perte d'un autre qui pourrait nous conduire à la mort, mais qu'il y a aussi dans les processus de rencontre et de fin de rencontre un apprentissage à retrouver un socle fondamental et essentiel en soi qu'on a tendance à perdre. Je reconnais l'expérience de la perte, mais on se rappelle aussi que cet événement, c'est un moment initiatique parmi d'autres. Cet événement nous amène à une rencontre avec le gouffre, avec le noyau de séparation à l'intérieur de soi, et que si on peut l'accompagner proprement, on va vivre une traversée qui va nous ramener plus proche de notre nature profonde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres relations ensuite, ça c'est une autre dimension de l'histoire. Je parle du fait qu'on retrouve son socle et que sans socle minimum, je dirais, toutes les ruptures seront des gouffres. En fait, quand je parle d'accompagnement, je ne parle pas de guérir la rupture, je parle de la vivre au mieux. Le temps de la rupture, le deuil de la relation doit absolument être fait et il prend un certain temps. Donc on n'essaie pas non plus de guérir de la façon baguette magique d'une rupture. C'est un processus et on est amené à des processus initiatiques nombreux dans notre vie terrestre et celui-là, c'est un processus qui peut prendre un certain temps, comme tous les deuils. Des deuils qui sont toujours plus ou moins en rapport avec la séparation. C'est-à-dire il y a un seuil qu'on franchit souvent dans l'investissement dans l'autre ou avec l'autre qui fait qu'on est en train de surtout exprimer l'absence de socle à l'intérieur de soi et le fait qu'on n'est pas capable de vivre seul et qu'on ne peut pas se valoriser soi-même. Il y a une dévalorisation qui est assez chronique pour la plupart des êtres humains qui est à l'origine de la façon dont on s'engage, on surinvestit dans le couple, comme je dis parfois.
Ce couple, ce binôme amoureux pourrait s'équilibrer, évidemment, avec la dimension de la nature profonde, la dimension de l'âme. Si le couple a une âme, les deux éléments sont en contact avec leur nature profonde et donc leur chemin de vie, le sens de leur vie, la mise en perspective de ce qu'ils traversent. C'est ce qui pourrait permettre d'éviter une rupture d'ailleurs. Mais puisqu'on parle de la rupture, au moment où la rupture est consommée, qu'elle est intégrée, c'est-à-dire qu'elle est irréversible, et c'est ça qui est douloureux, comment est-ce qu'on peut, même dans ce moment de grande solitude immense, comment est-ce qu'on peut ramener l'âme? Quelle est l'âme de la rupture, puisque je parlais de l'âme du couple? L'âme de la rupture, c'est de pouvoir, avec accompagnement si possible, si on se sent trop fragile ou au moment où on est trop fragile, c'est d'amener la conscience, de ramener un minimum, parce que par moments ça peut être très difficile, mais une conscience que ce qui est en train de se produire est aussi une initiation spirituelle, qu'on est tous amenés à s'approcher du gouffre de la séparation. Et que ce gouffre de la séparation n'est pas que l'effondrement de cette relation-là dont on parle, celle qui vient de s'effondrer. C'est un gouffre de séparation avec lequel on se construit très tôt et que ce gouffre, il a un sens particulier, il a un sens particulier, une lumière particulière, c'est-à-dire que si on arrive, si on parvient à traverser ce gouffre, on va réaliser que le fruit de cette traversée est supérieur encore à ce que l'on cherchait à vivre dans la relation guérisseuse que l'on voulait mettre en place, la relation parfaite, la relation qui répond à la nostalgie de l'amour. Mais donc on peut parler du fait que le couple est revitalisé par l'émergence de l'âme, ce que j'appelle moi l'émergence de l'âme. Le fait que la nature profonde est invitée dans la relation, qu'elle n'est pas autre chose à côté, réservée à des stages, que la nature profonde fait partie de la relation. La nature profonde est éventuellement une démarche qui permet de l'animer, etc. Ou la démarche de la conscience de la faille, comme je propose par exemple. Si le couple est revitalisé comme ça, on parle à ce moment-là de l'expérience de l'engagement, de la complicité spirituelle, des affinités à l'intérieur du couple, d'une relation aimante. Si ça ne s'est pas produit, la rupture est inévitable et à ce moment-là, on est obligé de travailler avec cette rupture, mais avec le même sérieux, avec le même intérêt presque. On pourrait dire presque le même intérêt que la relation elle-même. Comment est-ce que je vais vivre cette rupture? Alors je sais bien qu'on ne se dit pas ça exactement dans ces termes, ça peut paraître un peu détaché d'en parler comme ça par rapport à ce que les gens vivent à ce moment-là, ou ce que moi j'ai déjà vécu dans ma vie, comme tout le monde à divers degrés. On ne se le dit pas comme ça, mais c'est quand même ça le sens. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais traverser cette période insupportable? Comment est-ce que je ne vais surtout pas me réduire seulement au regret de la séparation avec cet autre en particulier? On a le droit de regretter, mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que le regret personnel, dans la mesure où le deuil doit être fait, hein, où la rupture est comme je dis, irréversible, s'il n'y a que le regret, on va tourner en rond pendant plus longtemps. Si on peut voir en quoi on est enseigné à l'intérieur de cette rupture, il va se passer d'autres choses plus intéressantes. Il y aura des hauts et des bas, mais ça va être plus intéressant. Le cadeau de la rupture, on ne le verra pas pendant le processus de la rupture, ou alors ce sera un peu imaginaire. Ce que je trouve plus intéressant, c'est de peut-être détailler comment est-ce qu'on fait le deuil de la relation dans cette rupture, d'une façon qui inclut la dimension de l'âme, la dimension du chemin de vie. Quelle est la place de la rupture dans
le chemin de vie. C'est ça qui est clair. C'est-à-dire que, effectivement, il y a le drame de la relation, il y a le drame de la rupture, et au fond, dans les deux cas, on ne peut pas vraiment les séparer parce que, en fait, dans ces deux dimensions dramatiques, il y a l'appel à vivre ce pourquoi on est venu s'incarner. C'est-à-dire que sur le plan de l'amour personnel, l'attente que la nostalgie de l'amour soit vivante entre deux êtres, elle est légitime d'une certaine façon. C'est un défi, mais il est légitime. Et c'est vrai qu'il y a un appel de fusion qui fait qu'on peut surinvestir, c'est possible, mais à la base, c'est légitime. De l'autre côté, il y a une tendance à essayer de vivre une fusion avec le divin en excluant justement la relation humaine incarnée. Et on se disait, à juste titre d'une certaine façon, on se disait je vais prendre un raccourci en essayant de vivre la relation de cette façon-là, c'est-à-dire sur le plan essentiel de l'âme qui se retrouve elle-même et qui éventuellement retrouve même le pont avec l'âme universelle. Ce sont deux jeux du monde, deux jeux de la vie, c'est deux postures en quelque sorte si on les sépare. En réalité, il faut les rassembler. C'est ça qui permet de revitaliser le couple. Dans la rupture, on peut avoir l'impression d'être amené juste à la dimension mystique, c'est-à-dire le fait que si on est au bord du gouffre, est-ce qu'on recommence une relation tout de suite? Est-ce qu'on essaie de retrouver celui qui a disparu ou celle qui a disparu? Ou est-ce qu'on essaie d'en retrouver un ou une autre? Ou est-ce qu'on se dit, mais la souffrance est trop grande, donc je préfère ne pas m'engager dans d'autres relations, je ne me sens pas prêt, pas prête pour ça, c'est souvent le cas. Et donc qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que je mets à la place, puisqu'il y avait un besoin quand même de se compléter, il y avait un besoin de vivre une communion, de vivre une complicité, de vivre de la tendresse, etc. Et ça, on ne sait pas se le donner soi-même, en apparence. Donc on se dit, il ne reste plus que Dieu. Mais ce n'est pas toujours quelque chose d'aussi évident dans la rupture, la relation avec le divin. On ne se dit pas, ben, je vais remplacer l'être aimé par le divin. Ça faciliterait les choses si c'était possible, mais ça ne marche pas comme ça. Où est ma fondation? Jusqu'où je peux investir dans l'autre? Quel est l'équilibre? Dans le temps de cette incarnation, quel est le point d'équilibre? Comment est-ce qu'il se constitue? Et quand on est effondré, pratiquement à terre, dans une détresse inouïe, parce que l'autre a disparu et qu'on se sent vide, vidé de substance, comme si la dévalorisation prenait des proportions énormes, plus grandes que même avant la relation. Dans ce moment-là d'effondrement, on ne travaille pas avec cet événement intérieur par la pensée. On se laisse d'abord travailler par le contre-coup de la rupture, c'est-à-dire cette sorte de déchirement incroyable intérieur, cette sorte de dévastation. Rien n'est dévasté, rien n'est vraiment déchiré, mais le ressenti est comme ça. Et ce ressenti-là, il faut le laisser d'abord faire son travail. Et donc il y a d'abord à être travaillé par le déchirement, accepter d'être creusé par une forme de souffrance, même si c'est difficile de parler d'acceptation dans ce moment-là. Et à un moment donné, quand le premier choc et le premier déchirement commencent à peut-être pas s'atténuer complètement, mais à laisser de la place pour une forme de réflexion intérieure, de recul minimum, à ce moment-là, on peut commencer à se poser les questions que toutes les personnes d'ailleurs en effondrement se posent. C'est mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je cours après les autres? Moi, j'ai souvent eu en entretien des personnes qui me parlaient de ça, hommes ou femmes, qui en parlent un peu différemment d'ailleurs, mais avec ce questionnement de... À un moment donné, la douleur est si aiguë que la personne me dit « Mais est-ce que j'aurais pas intérêt, ou Thierry, est-ce que tu connaîtrais un truc pour qu'on arrête de chercher un autre parce que c'est trop douloureux et pour prendre un raccourci qui ferait qu'on se sentirait tellement complet par soi-même qu'on n'aurait même plus besoin d'être en relation ou encore que si on était en relation, ça aurait tellement peu d'importance qu'une rupture glisserait sur soi comme ça. » Donc ça, c'est un rêve qu'on a. Mais en fait, c'est un petit peu occulter le fait qu'on a besoin d'être creusé à ce moment-là par l'expérience
de la rupture pour avancer, pour grandir. Et parfois, il faut plusieurs ruptures, hein. C'est ce qui est terrible, c'est de voir à quel point on peut se remettre plusieurs fois dans des situations pour être creusé par les mêmes choses. Ça, c'est vrai. Mais c'est souvent parce qu'il y a manque d'accompagnement, manque de conscience. On ne peut pas prendre de raccourcis dans le deuil d'une relation si, par exemple, la personne est sous le premier choc de la rupture et que sa seule pensée, c'est « je suis dans un gouffre ». Et la seule chose qui pourrait me guérir, c'est que l'autre revienne ou que la relation revienne. Parce que parfois, on a choisi aussi la rupture. Le gouffre en est pas moins grand. Mais de se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir un miracle qui ramènerait, comme une sorte de soulagement, la relation? Et comme ça, souvent, c'est pas possible, puisque c'est une vraie rupture. Le moment du choc peut être accompagné en tant que choc. C'est-à-dire pas en tant que compréhension intellectuel ou discours spirituel. Comment est-ce qu'on descend avec le choc, on le laisse travailler en soi sans craindre d'en mourir, parce que même si on peut avoir cette impression-là, c'est juste le gouffre, cette impression de gouffre intérieur qui provoque ces symptômes-là. Si on est dans un stade un petit peu plus avancé de la rupture, alors là, on peut avoir des conversations. Quand une personne dit je ne peux pas vivre sans elle ou sans lui, littéralement, c'est pas tout à fait vrai. On peut avoir cette impression-là, et c'est violent, de ne pas pouvoir tenir par soi-même debout, d'être réduit à rien du tout, comme être anéanti, comme si le fait que l'autre ne nous regardait plus, nous considérait plus comme l'être le plus important de la Terre, faisait qu'on n'était plus rien du tout. C'est extraordinaire, ça, comme expérience. Donc, quand quelqu'un essaie de travailler avec le choc de la rupture, mais en étant uniquement sur ce genre d'argument, là, il y a une possibilité d'avancer un petit peu, de faire un travail un petit peu plus conscient, parce qu'on ne parle pas vraiment de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est je suis amené au bord du gouffre. Et je suis amené c'est ça qui m'est donné à vivre à ce moment-là. C'est comment traverser ce gouffre, qui à ce moment-là est donc plus important que de recréer une relation ou de rattraper celle qui vient de s'effondrer. Peut-être que la relation était très importante au moment où elle était vécue, mais apparemment, il s'est passé autre chose. Et ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, autant l'intelligence de la vie qui amène la rupture qu'une impression qu'on a fait un choix. Actuellement, il y a un procès américain qui est en cours entre un acteur et une actrice qui n'ont pas du tout bien vécu la rupture. Et donc ils font un procès interminable comme les Américains font, enfin peut-être que ça se passe en France aussi, public, télévisé, avec l'avis de tout le monde sur ce qu'ils ont vécu. Ils déballent absolument tout le contenu, les détails de leur vie jusqu'au plus sordide. Et ça, c'est pour moi exactement le contraire d'un bon accompagnement d'une rupture. Parce qu'on sent que deux êtres qui sont aimés, parce que l'amour se convertit très bien en haine quand la frustration intervient, quand on sent qu'il y a une impasse. Et donc ce renversement-là fait qu'on est dans des ruptures dramatiques qui sont encore plus dévastatrices. C'est qu'on sent qu'il y a un désir de dire on aimerait apprendre à s'aimer tous les deux correctement. Mais on est tellement saturé de blessures, et puis là en l'occurrence aussi de drogue, d'alcool et de choses comme ça. Mais au départ il y a les blessures, des blessures profondes, qui sont pour moi très mal accompagnées, que la guerre, la violence et la haine prennent la place, et même sur la place publique, d'une façon incroyablement triste, parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer sur la rupture. La rupture, elle est juste quand on est dans une impasse au niveau de la façon de gérer les attentes, les blessures, les différences. Il y a ce qu'on appelle une incompatibilité à ce moment-là, et cette incompatibilité, il y a des couples qui sont obligés de la prendre en compte. Et c'est pas d'ailleurs, il peut y avoir incompatibilité et amour personnel. C'est ça qui rend aussi la rupture très douloureuse. Parce que la nostalgie de l'amour est toujours vivante. Et ce sont souvent des couples qui ont essayé auparavant
de composer avec la différence, de composer avec l'impossibilité, d'essayer de traverser les irréversibles. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, le traitement émotionnel, et je ne parle même pas de spirituel, des conflits dans les binômes amoureux, c'est très primitif, c'est très instinctif, parce qu'il faut une finesse particulière, une écoute particulière. C'est pas facile pour être vraiment juste par rapport à deux personnes qui, elles-mêmes, avec toute leur bonne volonté, ont essayé de traverser quelque chose et qui n'y arrivent pas. Donc si on a du mal à gérer son propre gouffre, ça va être difficile dans le pic de la crise pour l'autre de l'aider. Donc il doit y avoir quand même aussi une capacité à tenir la main, à accepter le cri et de le laisser s'exprimer comme il s'exprime, en disant soit rien du tout, soit très peu de choses. Ça, c'est un élément de l'accompagnement. Avec la confiance en plus qu'il n'y a pas besoin d'arrêter le cri parce qu'il fait partie du processus du deuil de la relation. C'est vrai que la connaissance des strates de l'être, c'est-à-dire le fait que notre vie intérieure est composée de 6 strates, la connaissance de ces 6 niveaux-là fait qu'il est possible d'être moins limité à une expérience sur une seule strate. En général, les 3 strates de surface sont celles où on vit même la rupture. Les strates profondes, elles élargissent, elles ouvrent sur quelque chose. Quand on passe de l'émotion au sentiment, on élargit. Si je posais la question à la personne à ce moment-là, de quoi est faite ton émotion? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens seul. On peut élargir ce gouffre de solitude qui constitue la faille humaine. On peut l'élargir vers des dimensions de l'être qui sont beaucoup plus ouvertes et de plus en plus ouvertes jusqu'à retrouver son âme. Et par exemple, si on passe de l'émotion au sentiment, on peut avoir la mémoire du fait que l'âme est seule. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la solitude qui est saine, qu'elle se cristallise sur le plan émotionnel et personnel d'une telle façon qu'elle devient douloureuse, cette solitude, mais il y a une dimension de solitude qui n'est pas douloureuse. La douleur dit « je ne veux pas que cette relation s'arrête, je ne supporte pas qu'elle se soit arrêtée », même à la limite, même si c'est juste. La relation, c'est ma vie, je vois bien qu'elle consolidait ma vie, qu'elle donnait du sens et de la valeur à ma vie, que c'était la chose la plus importante. Si on se sent sans valeur, par exemple, imaginons une faille qui dit « je crois n'avoir aucune valeur ». Les stratégies de cette faille vont avoir tendance à dire « j'essaie de trouver ma valeur dans le regard de l'autre ». Ça, c'est une blessure qui est respectable, mais elle est infantile, c'est-à-dire qu'elle repose sur probablement des relations dans l'enfance qui ont fait que le regard des parents n'était pas là, que l'enfant n'a pas été valorisé et qui cherchait malgré tout dans les parents, ou en tout cas auprès de qui était disponible à ce moment-là, quel regard va me donner ma valeur, puisque je ne l'ai pas trouvé. Quand la relation commence et qu'elle a une certaine intensité au début, on a l'impression d'avoir tout le regard de l'autre. C'est-à-dire il y a une compensation qui est extrêmement valorisante. C'est-à-dire d'un seul coup, j'ai la valeur, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas avant, d'un seul coup me dit c'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux vivre. On sent une intensité qui est attendue depuis longtemps. Elle est infantile. C'est-à-dire le petit garçon ou la petite fille attendait cette valorisation-là. Alors ce n'est pas qu'elle soit complètement suffisante, d'ailleurs on va y venir, mais en même temps, elle crée un semblant d'équilibre. Dans le moment, même à l'intérieur de la relation, où il peut y avoir une impression à nouveau d'être dévalorisé, de ne plus avoir le regard de l'autre, quelqu'un dans le couple prend de la distance pendant un moment donné, ou a besoin de respiration, ou de prendre du recul, ou va faire quelque chose, ou va s'intéresser à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le risque c'est ça qui est violent et infantile en même temps, c'est le risque de retrouver le contact avec ce gouffre. Je suis à nouveau ce petit garçon et cette petite fille qui n'a pas de valeur dans les yeux de papa et maman. On est face à une blessure qui réduit la valeur du couple, la valeur de cette relation amoureuse, qui la réduit à quelque chose de très primaire.
des cris, des pleurs, des arguments qui ne disent pas vraiment la vérité, tu ne me respectes pas, etc. C'est la blessure qui n'est pas vraiment accompagnée, qui n'est pas vraiment conscientisée, qui mène la danse. La faille elle-même, elle reste ce qu'elle est. C'est pas, on ne fait pas évoluer une blessure ou une faille, on la traverse. Donc on n'essaie pas de rendre moins infantile une faille ou une blessure. On apprend à traverser, c'est-à-dire que dans l'exemple que je donnais, il peut y avoir, en descendant un peu en soi, en apprenant à revenir à des ouvertures, des strates plus profondes de l'être, on peut apprendre à traverser sa blessure, à ne pas l'imposer à l'autre. C'est-à-dire à ressentir, par exemple, que ce n'est pas parce que l'autre ne me regarde pas exclusivement, en permanence, que je ne vaux rien. Il y a une nécessité d'apprendre à traverser et de le faire en intelligence, c'est-à-dire avec une perspective spirituelle, avec une compréhension spirituelle, de faire ses propres traversées pour que la rupture ne se produise pas. Mais de toute façon, si la rupture se produit, elle va nous renvoyer au même endroit, mais plus fort. Dans le binôme amoureux, comme dans la solitude de la rupture, on est amené d'une façon différente, on est amené à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre le personnage social et l'âme. Et que ce qui nous constitue en tant qu'être humain, qui vit son expérience dans le monde à travers un corps, une personnalité particulière, ce ne soit pas dissocié de la nature profonde. Et à ce moment-là, si cet équilibre se retrouve, un binôme amoureux, un couple peut fonctionner. Il n'y a pas de mystère particulier à l'amour personnel. C'est qu'on l'ait vécu, qu'on ne l'ait pas vécu, que ça ait marché, que ça n'ait pas marché, qu'on l'ait vécu souvent ou pas souvent. De toute façon, on est tous animés par une nostalgie de l'amour. Et cette nostalgie de l'amour, dans l'expérience incarnée de l'être humain, dans la vie quotidienne, il se traduit par le besoin d'avoir des relations amicales, aimantes, familiales, professionnelles, amoureuses. La relation, c'est toujours un besoin d'être aimé. C'est toujours un besoin de faire vivre l'amour. C'est toujours un besoin, dans le meilleur des cas, d'aimer. Donc c'est irrépressible, mais d'une façon saine, c'est-à-dire c'est un moteur de l'expérience humaine. On ne peut pas le dissocier de l'expérience humaine. Et même quelqu'un qui dit « moi j'en ai marre, j'arrête tout, j'ai pas besoin de la relation », est de toute façon motivé par la relation la plus saine. Il y a un désir de vivre l'amour. Il y a un désir de ce que j'appelle au minimum de la complicité spirituelle. Quand on a vécu une relation, à un moment donné, la relation a tendance, même si c'est des choses qui changent selon les générations, a tendance à devenir exclusive. On se dit, ce que j'ai vécu là, je m'engage là, je m'investis là, parce que c'est là où je vis l'amour que j'attendais. Donc forcément, quand ça s'arrête, on se dit, où je vais le vivre? Je ne vais pas recommencer à zéro, s'il faut tout recommencer, c'est pas la peine, des choses comme ça. Parce que c'est quand même, c'est pas rien d'être en relation avec quelqu'un, c'est s'ouvrir, être à nu, tout dire, vivre le quotidien, construire quelque chose pour que ça s'arrête. C'est comme un mandala tibétain à un certain niveau. On fait quelque chose qu'on croit être très beau, puis on décide de l'effacer. C'est insupportable. Pour un certain plan de l'être, c'est insupportable. Si on est au clair, on va essayer quoi? On ne va pas juste essayer de bricoler quelque chose pour que ça tienne debout. On va essayer de faire l'expérience de l'amour, de répondre à cet appel de la nostalgie de l'amour et de le faire le plus dignement possible. Une des choses qu'on peut se dire à soi-même dans le temps de la rupture, qui est vraiment un rappel qui est très important, c'est comme une formulation intérieure, c'est un rappel, alors on le formule comme on veut, mais c'est quelque chose qui signifierait pour soi-même de se le dire, même dans les moments où on n'y croit pas, se dire « j'ai ma propre valeur ». Je vaux quelque chose même sans l'autre. Je ne vais pas mourir de l'absence de l'autre. J'ai ma propre valeur. Quand je dis que les femmes et les hommes n'expriment pas la rupture de la même façon, c'est d'abord parce qu'elle n'est pas gérée de la même façon. Elle vit le deuil d'une manière souvent plus solitaire, qui peut être très prolongée, parfois des années. Et il n'y a pas
cette précipitation qu'on peut retrouver chez l'homme, chez beaucoup d'hommes, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais il y en a quand même beaucoup qui sont capables, extrêmement rapidement, peut-être pas avec le même cœur ou le même investissement, mais pour compenser, comme si au lieu de travailler avec la douleur, pour compenser cette douleur, il y a un désir de générer une nouvelle relation, même superficielle. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui change le dialogue. C'est-à-dire que j'ai plus souvent des conversations avec des femmes qui se posent des questions très profondes sur le sens de la relation. J'aimerais, puisque j'en suis là, puisque je suis au fond du trou, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que cette dépendance à l'homme. Comment est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je dois repartir? Tout le monde ne le dit pas avec la même profondeur, mais au fond, je sens ça. Chez l'homme, il y a moins de glorification et d'engagement dans la relation. C'est-à-dire que quand une femme s'engage, je trouve qu'il y a une beauté de l'engagement qui est particulièrement féminin, qui est plus féminin. Et que cette beauté de l'engagement, je la trouve souvent absente chez l'homme. Ça ne veut pas dire que ça amène forcément plus du côté des femmes dans des résolutions rapides, hein, mais la piste est souvent plus profonde. Il y a une grosse différence au niveau de l'intensité de la douleur par le fait même qu'à un moment donné, on s'interroge en profondeur sur les grandes questions. Ça, c'est sûr. Cette notion, par exemple, de ne pas être prêt, de ne pas être prête, c'est une notion féminine, pas être prête pour une nouvelle relation. Je veux dire, typiquement, une femme qui vient de vivre une rupture, elle peut, dans les 15 jours qui suivent, faire une rencontre d'un homme qu'elle trouve très bien. Mais elle dira à cet homme, le plus souvent, elle dira « je ne suis pas prête ». C'est-à-dire que la rupture ne ramène pas à la même histoire collective. Et que du côté des femmes, il y a une forme de dépendance presque structurelle à l'homme qui s'est installée au fil des siècles et qui est moins forte chez l'homme puisque l'homme a eu le pouvoir et donc n'avait pas la même forme de dépendance. Mais du coup, une dépendance peut-être plus infantile, moins de survie. Et c'est vrai que ça peut être tellement douloureux pour une femme que la rupture peut amener à s'interroger. C'est peut-être ça aussi qui provoque ça. S'interroger en profondeur, mais est-ce que j'ai envie de retomber là-dedans, de recommencer ça, vu l'intensité que ça prend? La rupture, c'est un élément parmi d'autres, un déclencheur, un levier parmi d'autres, qui permet de ramener au sens de cette existence. Alors quand on a très très mal, on oublie, on n'a pas la grande perspective. Quand on est pris dedans, qu'on a juste... on est aveuglé par la douleur, on n'a que la visière de la perte, on n'a pas la grande perspective et on ne voit pas le sens. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Mais le sens premier, c'est de nous enseigner ce retour à l'âme. Nous enseigner le retour à la nature profonde et au pont avec l'âme universelle. Le lieu de l'amour divin, de la rencontre avec et de la reconnaissance avec l'amour divin, c'est-à-dire qu'on est issu de l'amour et que c'est cet enfantement à partir de l'amour divin qui fait qu'on a une nostalgie de l'amour et qu'on en vient à la relation personnelle. Et donc c'est le plus grand enseignement qui puisse exister, c'est le sens d'une vie.